Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter d'abord les camarades qui vont intervenir. Donc à extrême gauche, Christophe Delcourt, membre du bureau de l'Union fédérale des syndicats de l'État, CGT bien sûr. Mireille Stiva, secrétaire général de la fédération CGT Santé Action Sociale, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, et moi-même Baptiste Talbot, secrétaire général de la fédération CGT des services publics. Nous allons, dans un contexte assez lourd, vous présenter ce matin le projet de la CGT pour la fonction publique. Je vais revenir en quelques mots sur le contexte général. Christophe interviendra ensuite pour vous présenter rapidement le projet donc, de la CGT pour la fonction publique. Philippe ensuite interviendra et puis ce sera ensuite Mireille Stiva qui nous donnera un éclairage particulier sur le secteur de l'hôpital et des EHPAD. Donc quelques mots pour vous dire, au lendemain du rendez-vous salarial, l'appréciation que porte la CGT sur le contexte général et puis notamment sur ce qui a été annoncé hier. Donc bien évidemment, j'espère ne surprendre personne en disant que nous sortons assez en colère du rendez-vous d'hier. L'ensemble des syndicats, je veux insister là-dessus, ont donc porté la revendication centrale et l'attente des personnels de la fonction publique, en particulier sur la question de la valeur du point d'indice. Donc le gouvernement nous a confirmé hier que nous allons vers une année supplémentaire de gel sur l'année 2019. Le gouvernement par ailleurs a présenté un certain nombre de mesures, notamment sur le compte épargne-temps, sur la reconduction du dispositif de garantie individuelle du pouvoir d'achat. Quelques mesures que la CGT a qualifiées de périphériques, donc certes ces mesures vont s'appliquer et permettre aux agents de limiter la casse sur la question de la baisse du pouvoir d'achat. Il n'en reste pas moins que ces mesures vont concerner une minorité des personnels et que le véritable moyen de garantir le pouvoir d'achat des personnels, qui est donc le maintien de la valeur du point d'indice et son indexation par rapport à l'inflation, est donc écarté. Ce qui a donc conduit la CGT hier à affirmer dans son communiqué que le gouvernement vient de programmer une nouvelle baisse du pouvoir d'achat des plus de 5 millions d'agents de la fonction publique. Je veux rappeler ici à titre d'exemple concernant la JPA. En 2015, la JPA a été appliquée pour 60 000 agents de l'État. Sur la même année, ce sont plus de 30% des personnels de la fonction publique de l'État qui ont vu leur salaire net moyen évoluer moins vite que l'inflation. Donc effectivement, la JPA permet de corriger un certain nombre de situations, mais la JPA n'est absolument pas un mécanisme qui permet de garantir le pouvoir d'achat des personnels. Et donc, nous persistons nos signaux et nous allons continuer à travailler dans ce sens-là. C'est bien par l'évolution de la valeur du point d'indice que nous sommes en capacité de répondre réellement à la problématique du pouvoir d'achat dans la fonction publique. Je veux aussi dire que le gouvernement se livre à une opération de communication qui est quand même assez particulière sur la question de l'application du dispositif PPCR au 1er janvier 2019, puisque M. Dussopt a voulu nous faire croire hier qu'il nous faisait une fleur en nous confirmant que le gouvernement allait donc appliquer pleinement ce dispositif au 1er janvier 2019. Je veux donc rappeler ici que cette information n'a rien de nouveau puisqu'elle nous avait déjà été formulée par M. Darmanin au mois d'octobre de l'année dernière. Donc le gouvernement essaie de nous vendre et de survaloriser une mesure qui était déjà d'actualité l'année dernière. Je rappelle par ailleurs quand même que le PPCR remonte déjà à plusieurs années, que c'est donc un dispositif qui avait été acté sous le précédent gouvernement et que d'ailleurs ce dispositif est intervenu après 6 années consécutives de gel de la valeur du point d'indice. Tout ça pour dire que, bien entendu, il faut revaloriser les carrières de la fonction publique qui en ont bien besoin, mais ça c'est aussi un enjeu d'attractivité de la fonction publique et quelque part on considère qu'il est tout à fait normal de revaloriser les carrières. Encore une fois, tout ça ne répond absolument pas à l'enjeu majeur de l'évolution du pouvoir d'achat de la fonction publique dans un contexte, je veux le souligner, qui est marqué par des prévisions d'inflation qui vont aller sur 2018-2019, a priori au-delà de 2%. Donc, je le redis une dernière fois, le gouvernement a bien programmé hier avec ses annonces une nouvelle baisse du pouvoir d'achat des fonctionnaires et agents publics. Par ailleurs, donc bien évidemment, le contexte est marqué par le rapport fantôme Action publique 2022, rapport fantôme puisque donc on sait maintenant qu'il a été remis a priori au Premier ministre le 17 juin si j'ai bonne mémoire, mais donc à part le Premier ministre et les auteurs du rapport, personne ne sait donc ce que contient ce rapport. C'est quand même un processus d'un point de vue démocratique qui est assez particulier, puisque le gouvernement, donc, semble-t-il, va faire de nouvelles annonces fin juin, début juillet à partir de ce rapport, mais donc rapport dont personne
n'a connaissance en termes de contenu. Je veux redire aussi que le processus d'élaboration de ce rapport a été assez particulier. En s'agissant par exemple de la CGT, on nous a proposé 1 heure d'audition pour faire entendre le point de vue de la CGT sur l'ensemble des mission publique, sujet tellement vaste qu'il nous a semblé inenvisageable de participer à ce qu'on considérait comme une mascarade de dialogue en participant à une audition d'1 heure. Donc la CGT a fait le choix, symbolique, mais c'est aussi évidemment une position politique forte, de ne pas participer à cette audition. Donc nous sommes en attente de ce qu'il y aura de manière plus précise en termes d'annonce du gouvernement sur l'évolution des missions publiques. Et après, voilà, tout le monde a bien en tête que d'ores et déjà un certain nombre d'axes forts sont dans le paysage, donc une réduction conséquente du périmètre de l'action publique. Je rappelle que la lettre de mission du Premier ministre du mois de septembre dernier prévoit en particulier des privatisations, des transferts de missions d'un périmètre à l'autre de la fonction publique, mais aussi l'hypothèse d'abandon pur et simple d'un certain nombre de missions publiques. Donc évidemment, nous attendons de voir ce que seront ces annonces. Le gouvernement préconise aussi un recours accru aux nouvelles technologies d'information et de communication. Je crois d'ailleurs qu'il y a une conférence de presse demain à ce sujet organisée par Jawad Madjoubi et Gérald Darmanin. L'idée visiblement est de développer l'ensemble des processus de dématérialisation de l'action publique, ce qui va signifier in fine de manière évidente une réduction des implantations, une réduction de l'accueil physique. Ce que nous disons nous, c'est que ça va encore très certainement aggraver la fracture territoriale et les possibilités d'accès aux services publics dans un certain nombre de territoires en difficulté. Tout ça enfin bien sûr se fait sous l'aune de la volonté du gouvernement de baisser la dépense publique de manière drastique. Je rappelle donc 60 milliards de baisse de la dépense publique programmée sur le quinquennat, donc à peu près une réduction de l'ordre de 3% de la part de la dépense publique dans le produit intérieur brut, donc des coupes extrêmement fortes qui nécessairement vont handicaper la capacité de réponse du service public aux besoins de la population. Dernier élément de contexte, et ensuite je vais laisser la parole à mes camarades. Bien évidemment, tout le chantier dit nouveau contrat social discuté entre le gouvernement et les organisations syndicales, autour donc de 4 chantiers principaux: dialogue social, développement du recours au non-titulariat, rémunération au mérite et procédure d'accompagnement de la mobilité, c'est-à-dire en fait l'accompagnement du plan de départ volontaire, donc dans le cadre du projet de suppression de 120 000 emplois publics sur le quinquennat, donc 50 000 à l'État, 70 000 dans la territoriale. Je pense que Mireille soulignera aussi que, compte tenu des arbitrages budgétaires dans le secteur de la santé, il faut aussi s'attendre à des suppressions d'emplois dans le secteur hospitalier, quoi qu'en dise le gouvernement. Je veux souligner ici que grosso modo ce qui se déroule au travers de ces 4 chantiers, c'est d'abord une réduction drastique des moyens d'intervention des personnels, avec notamment tout le processus de remise en cause du rôle des organismes paritaires CT, CAP et CHSCT. On s'achemine vers une réduction drastique du nombre d'élus du personnel, réduction aussi des droits syndicaux. Donc ce que nous disons aujourd'hui, c'est que comme le gouvernement et le gouvernement précédent l'avait fait dans le secteur privé, on est en train de travailler à museler les agents de la fonction publique et à les priver des moyens qu'ils ont d'intervenir sur leur devenir et sur l'organisation des services publics. L'autre volet important, bien évidemment, c'est une remise en cause d'un certain nombre de principes statutaires, avec notamment l'idée qu'il faille développer de manière forte et importante le recours au non-titulariat. Nous redisons ici que s'il n'y a pas des agents avec de fortes protections statutaires, c'est un réel danger pour le service public, pour les agents publics et donc pour les usagers. Donc voilà. Enfin, dernière chose sur la méthode. L'ensemble des syndicats s'accordent à dire aujourd'hui qu'il y a vraiment un problème démocratique dans la fonction publique, c'est-à-dire qu'on a des discussions unilatérales, c'est même plus dire au-dessous les mots nous manquent pour qualifier la manière dont se déroulent les discussions dans la fonction publique. Le gouvernement a encore la politesse d'entendre ce que nous pouvons avoir à dire, mais il ne tient, je vais dire quasiment, il ne tient en fait aucun compte des propositions apportées par l'ensemble des syndicats. Donc ça c'est évidemment un problème pour la CGT, mais je veux dire ici, c'est un problème pour l'ensemble des syndicats qui n'ont de cesse de rappeler qu'il y a vraiment maintenant un problème de démocratie dans la manière dont se mènent les discussions sociales dans la fonction publique. Voilà, je m'en arrête là pour le contexte général et je laisse la parole à Christophe. Oui, bonjour à toutes et à tous. S'agissant donc du chantier Action publique 2022, nous tenons tout d'abord à attirer votre attention sur le fait que nous sommes confrontés à un véritable problème démocratique.
depuis longtemps, la CGT demande au pouvoir public qu'un bilan contradictoire soit dressé avec les organisations syndicales, mais pas seulement, s'agissant des effets produits par un certain nombre de réformes. Décentralisation, sous le quinquennat donc, de Nicolas Sarkozy, la révision générale des politiques publiques, sous le quinquennat de François Hollande, la modernisation de l'action publique, c'est l'exercice confisqué. La CGT pense que c'est un exercice nécessaire avant d'envisager ou non de nouvelles évolutions. Là, ce qui se produit avec l'actuel gouvernement, c'est qu'il refuse, même si France Stratégie a été saisie d'une mission, de procéder réellement à un bilan contradictoire, et il refuse toute discussion avec les organisations syndicales sur un certain nombre d'évolutions auxquelles il faudrait procéder. Dans le même temps, disons-le clairement, la CGT en a assez d'entendre les pouvoirs publics prétendre que notre organisation, mais probablement d'autres, in fine, serait sans revendication, sans proposition alternative. C'est ce qui nous a motivés dans l'élaboration donc, du document qui vous a été remis. Écrivons noir sur blanc notre analyse des objectifs poursuivis, la critique que nous en faisons et les revendications et les propositions alternatives que nous portons. Aujourd'hui, pour nous, c'est une première initiative que de vous présenter ce travail. Nous entendons donc mener campagne avec la Confédération et toutes les organisations de la CGT sur nos analyses, nos revendications et nos propositions donc alternatives. Comme l'a indiqué Baptiste, in fine, on est confronté à un véritable choix de société. Est-ce qu'aujourd'hui, la société française, comme les pouvoirs publics le prétendent, a besoin d'une action publique extrêmement restreinte, d'où un certain nombre de propositions qui devraient être faites, privatisation, abandon, transfert de mission, délégation de services publics, donc un affaissement du périmètre de l'action publique. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce sur quoi il travaille, les missions de service public mises en œuvre par les trois versants de la fonction publique, eh bien, elles ne nécessitent quasiment plus de fonctionnaires, j'y reviendrai. Une attaque donc frontale contre le statut général des fonctionnaires, et nous faisons le lien avec ce qui s'est déroulé s'agissant donc de la réforme du Code du travail, ce qui est en train de se dérouler avec l'enjeu de l'avenir donc du statut des cheminots. Donc on voit bien que l'attaque contre le statut général des fonctionnaires s'inscrit dans un projet global poursuivi par les pouvoirs publics de remise en cause de toute une série de protections, mais aussi de droits. Je reviendrai sur la question donc des droits. Et enfin, fondamentalement, est-ce qu'aujourd'hui, la société française a besoin de poursuivre la cure d'austérité mise en œuvre, là aussi, depuis plusieurs gouvernements? Pour ce qui nous concerne, nous, la CGT, nous avons une approche radicalement différente. Nous pensons aujourd'hui, Mireille interviendra par exemple sur la question de l'hôpital, sur la question des EHPAD, mais on pourrait prendre d'autres exemples, que les défis posés à notre société, elles doivent justement amener des réponses allant vers plus de politique publique, mieux de politique publique. Il y a la question de la satisfaction des besoins, de la satisfaction des droits fondamentaux, y compris dans une société où
il y a de fortes évolutions s'agissant de ce qu'est notre population. Je pense par exemple au phénomène du vieillissement de la population. 2, nous pensons à un moment où se confirme le maintien, voire même l'aggravation de la crise frappant l'industrie, activité industrielle, emploi industriel, que les politiques publiques ont un rôle à jouer, produisant des effets positifs sur la nécessaire reconquête des activités et de l'emploi industriel. 2, nous pensons aujourd'hui qu'il faut démocratiser radicalement la fonction publique. Il y a au moins 3 aspects de notre point de vue sur lesquels nous sommes donc force de proposition. 1, contrairement à ce que prétendent les pouvoirs publics, il n'y a pas de débat citoyen sur l'appréciation des politiques publiques et des services publics. C'est extrêmement dommage puisque de sondage en sondage, nous constatons que les citoyennes et les citoyens, les usagères et les usagers réaffirment leur attachement aux politiques publiques, aux services publics. De ce point de vue, nous faisons une proposition consistant à dire que dans les territoires, il faut mettre en place des conférences territoriales permettant aux citoyennes et aux citoyens, aux usagères, aux usagers, aux élus, à celles et ceux qui tous les jours mettent en œuvre le service public, de pouvoir débattre ensemble de l'appréciation portée sur l'efficacité des politiques publiques et des propositions qu'il conviendrait de retenir pour un certain nombre de l'évolution. 2, Baptiste l'a abordé, donc je vais aller extrêmement vite. Ce qui est en train d'être préparé par les pouvoirs publics, c'est le refus de tout processus de négociation avec les organisations syndicales sur, j'ai envie de dire, tout ce qui concerne la fonction publique. Non seulement ils ne veulent pas discuter de la question des missions, mais ils ne veulent pas plus, je vais aller très vite, discuter des rémunérations, de la question donc du statut général des fonctionnaires, etc., etc. C'est l'exercice confisqué. Nous tenons à rappeler aujourd'hui que la CGT était signataire des fameux accords de Bercy et qu'elle était dans la logique, oui, il faut des processus de négociation et oui, la CGT est prête à signer des accords à la condition que ces accords soient des accords majoritaires. Nous tenons à le redire aujourd'hui. 3, nous pensons qu'il faut travailler à un droit nouveau pour les personnels, s'agissant de leur possibilité d'intervenir sur la manière dont le travail est mis en œuvre. 3, sur la question du statut général des fonctionnaires. J'espère que la CGT ne vous surprendra pas en disant que pour elle, avant tout, c'est une garantie pour les citoyennes et les citoyens. 3 principes ont été fondateurs du statut général des fonctionnaires. Le principe d'indépendance, le principe donc de responsabilité et le principe d'égalité. Nous pensons que ça reste un enjeu clé pour la société française. Je vais me permettre juste de vous dire que pour ce qui me concerne, je suis un agent de l'État, je suis un agent de la Direction générale des finances publiques, je suis donc censé, par exemple, faire du contrôle fiscal. C'est parce qu'il existe le statut général des fonctionnaires que si je subis une pression, de quelque nature qu'elle soit, patronale, politique, que sais-je, c'est parce que le statut général des fonctionnaires est fondé sur le principe d'indépendance que je vais résister, si vous me permettez l'expression, à une pression patronale, à une pression politique, et je vais même aller plus loin, à un moment donné où on a vu dans un certain nombre de collectivités territoriales, Baptiste en parlerait mieux que moi, un certain type d'élus arriver au pouvoir. Je vous rappelle qu'avec le statut général des fonctionnaires, nous pouvons y compris refuser un ordre illégal. Et donc pour nous, c'est un enjeu extrêmement important
que le maintien et le renforcement du statut général des fonctionnaires, sans oublier les non-titulaires. Baptiste l'a dit, le camp d'en face, si vous me permettez l'expression, veut recourir encore plus aux agents contractuels. Je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, sur à peu près 5,3 millions d'agents dans la fonction publique, il y a à peu près 1 million de non-contractuels. Donc pour nous, l'actualité, ça n'est pas de recourir plus à des agents non contractuels. L'actualité, c'est un plan de titularisation. Le rappel de notre attachement, c'est un principe républicain très important sur le fait que pour exercer un emploi permanent dans la fonction publique, eh bien, il faut passer un concours. Ça nous paraît être extrêmement important de faire ce rappel, et c'est à titre exceptionnel qu'on a recours donc à des personnels donc non titulaires. Troisième élément, Baptiste l'a dit, c'est la pensée unique, il n'y aurait donc pas d'alternative. Nous serions condamnés à 60 milliards d'euros donc d'économies sur la durée du quinquennat. Apparemment, ça pourrait même aller plus loin, puisque maintenant, on passerait éventuellement de 3 à 4%, s'agissant donc de la diminution de la dépense publique dans le PIB. Dans le même temps, je vous fais observer que ce sont 40 milliards de baisse de prélèvements, et qu'on voit bien aujourd'hui à qui profite la baisse des impôts. Réforme de l'impôt sur la fortune, je vais peut-être m'arrêter là. Pour nous, effectivement, Emmanuel Macron est bel et bien le président des riches. Eh bien nous, la CGT, nous prétendons qu'il y a d'autres choix possibles. Et qu'il est possible de financer l'action publique. C'est pour cela qu'on se prononce, je ne vais pas avoir le temps d'entrer dans le détail, pour une réforme fiscale fondée sur le principe de la progressivité, sur la création d'un pôle financier public, parce que pour nous, contrairement au discours qu'on nous tient régulièrement, l'endettement public reste quelque chose de nécessaire. Je rappelle d'ailleurs qu'aujourd'hui, les 3/4 de l'investissement public sont réalisés par les collectivités territoriales, avec des impacts extrêmement importants s'agissant du développement économique. Voilà. Et qu'on est en train de nous expliquer, il faut contractualiser, étrangler toujours plus les collectivités territoriales, supprimer la taxe d'habitation. Nous pensons, nous, qu'il y a d'autres choix possibles. Et je vais terminer sur 2 chiffres. Excusez-moi de vous rappeler, j'avais dit que je ne le ferai pas pour une deuxième fois, le fait que je suis un agent des finances publiques. Je rappelle que la fraude fiscale à minima, ce sont 60 milliards d'euros aujourd'hui qui échappent aux recettes. Et je rappelle par ailleurs, alors que le taux de chômage reste extrêmement important, que la précarité de l'emploi reste extrêmement importante, que vous connaissez comme moi la réalité du taux de pauvreté dans une société comme la nôtre, nous rappelons que les exonérations et allègements de cotisations sociales, plus les niches fiscales, au bas mot, à minima 150 milliards d'euros. Donc la CGT, ce qu'elle prétend aujourd'hui, et elle peut le démontrer, c'est qu'on a organisé volontairement une crise des finances publiques et qu'on se sert aujourd'hui de cette crise des finances publiques pour essayer de convaincre qu'il faut mettre par terre l'action publique. Nous prétendons qu'il y a donc d'autres choix possibles. Je m'arrêterai en vous disant, mais Baptiste l'a abordé, qu'on peut y compris faire la démonstration que quand la CGT, elle revendique une mesure immédiate pour améliorer les conditions de vie au et hors travail des personnels, s'agissant de la valeur du point d'indice, je vous invite à essayer de faire quelques calculs. 2% d'augmentation donc de la valeur du point, ça se finance aisément si on a un autre choix que celui qui a été fait, s'agissant par exemple de la réforme de l'impôt sur la fortune. Je vous remercie. Alors, comme l'a dit Christophe, la fonction publique aussi, c'est l'amortisseur social dont nous avons besoin dans une société qui est en crise et qui est
quand même aujourd'hui avec un taux de chômage de plus en plus important. Mais la fonction publique, c'est aussi l'idée d'une prise en charge de proximité accessible pour les citoyens, de qualité et gratuite. Et ça, c'est aussi des notions fortes que nous défendons à la CGT. Il faut qu'aujourd'hui, tout citoyen puisse avoir accès à ces services publics dans la proximité, mais aussi dans une prise en charge qui doit être gratuite. Et c'est pour ça que nous sommes attachés, et notamment dans la santé, à ces questions-là. Sur l'hôpital public, qui aujourd'hui, vous savez toutes et tous, que l'hôpital public fait face vraiment à des grandes difficultés, puisqu'il y a des multiplications de luttes et des salariés qui défendent notamment leurs conditions de travail, mais derrière leurs conditions de travail aussi la prise en charge des usagers. Et il n'y a pas un jour en France où il n'y a pas un établissement de la santé ou de l'action sociale qui est en lutte pour défendre leurs conditions de travail, mais aussi pour dénoncer aujourd'hui la prise en charge des usagers qui fait de plus en plus défaut, et notamment aussi sur des problèmes de déontologie. Sur l'hôpital public, la CGT revendique 200 000 emplois, et comme l'a dit Baptiste tout à l'heure, même si on a une ministre de la Santé qui n'arrête pas de dire que l'hospitalière ne sera pas soumise à des suppressions d'emplois, en tout cas il est déjà à noter que vu l'activité dans ce domaine qui progresse d'année en année, et notamment dans l'anticipation aussi de prendre en charge la population qui est vieillissante, avec aussi des usagers qui arrivent de plus en plus à l'hôpital ou dans les services annexes avec des pathologies plus lourdes, parce que derrière, parfois, la difficulté d'accès aujourd'hui avec les recoupements hospitaliers qui ont été faits et les politiques antérieures d'austérité dans ce secteur budgétaire des hôpitaux ont entraîné quand même des conséquences, et beaucoup d'études le démontrent, que les usagers maintenant, pour se rendre à l'hôpital, mettent beaucoup de temps avant d'y s'y rendre, pour des raisons aussi simplement de difficultés financières pour pouvoir accéder aux soins. Donc tout ça, c'est des situations qui aujourd'hui révoltent les professionnels qui agissent sur le terrain, qui dénoncent les conditions, mais aussi qui s'inquiètent vraiment de la prise en charge. Non seulement il faut créer 200 000 emplois, mais quand on dit 200 000 emplois, l'hôpital n'est pas que des soignants, il est composé de plusieurs filières, de plus de 120 métiers, et ça veut dire qu'il faut regarder ces emplois sur le prisme de tous les secteurs de l'hôpital, qui passent par la filière soignante, mais par la filière administrative, par la filière ouvrière, puisque de plus en plus l'hôpital public a fait le choix d'externaliser de plus en plus de services, ce qui n'est pas sans problème, puisque nous remarquons que souvent, quand ces services sont externalisés, au bout du compte, ils reviennent plus cher à l'hôpital public, et on est en face de professionnels qui ne sont pas forcément formés parfois pour rendre ces services. Au-delà de l'emploi, il y a aussi la nécessité vitale de reconnaître leurs qualifications, et je ferai un parallèle avec notre secteur qui est un secteur hautement féminisé, qui est mal considéré, puisque nous avons des métiers à prédominance féminine qui, pour le même niveau de qualification dans d'autres secteurs qui sont hautement masculisés, sont beaucoup mieux rémunérés. C'est quelque chose qu'on constate, qu'on n'arrête pas de dire. Et d'ailleurs, hier, dans l'entretien qu'on a eu encore dans le rendez-vous salarial, nous avons demandé au gouvernement qu'attend ce gouvernement pour enfin prendre cette question à bras-le-corps dans tous les secteurs de la fonction publique. Et je dirais que dans le secteur de la santé, c'est encore un problème encore plus prégnant, puisque nous sommes encore plus mal considérés que les autres versants de la fonction publique. Au-delà de ça, derrière la question de l'hôpital public, c'est son financement qui est important. Et là, nous sommes en pleine discussion et futur arbitrage sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale de 2019. Nous savons aussi que la question de la fonction publique va être traitée de manière un peu spécifique, puisque Baptiste l'a dit dans le rendez-vous salarial qui a eu lieu hier, des dispositions ont été prises pour l'État et la territoriale, et on a mis de côté l'hospitalière, justifiant, je donne l'argument du gouvernement en disant qu'ils attendent que le président et que la ministre s'expriment sur ce sujet. En tout cas, il est certain que dans notre secteur, nous ne nous contenterons pas d'annonces qui ont été faites,
et d'attention, parce que ce secteur va tellement mal qu'il faut vraiment prendre en compte les mesures à la hauteur des besoins. Et ça veut dire un projet de loi de financement de la sécurité sociale doit revisiter complètement son Ondam, puisque le président de la République avait dans son projet, d'ailleurs il a annoncé à plusieurs reprises que l'Ondam serait sanctuarisé à 2,3%. C'est inacceptable, ça ne pourra pas être de ce genre de proposition qu'on pourra entendre dans les prochaines semaines. Et surtout en lien avec la question et le mouvement des EHPAD, puisque vous savez tous que ce mouvement a mobilisé énormément de personnel. Ça a permis au moins de mettre le débat sur la dépendance et l'autonomie, enfin le financement de l'autonomie et du vieillissement dans cette société sur la table. Sujet que le président n'avait pas anticipé et ni la ministre. Et nous attendons aussi, et là, des réponses assez fortes. Parce qu'actuellement, on n'arrête pas de nous dire que la problématique est surtout située sur la difficulté de recruter du personnel, mais faut-il encore avoir le financement pour pouvoir les recruter? Aujourd'hui, la France, qui est un des pays le moins bien doté en personnel, et notamment dans ces structures-là, puisque nous sommes à 0,6 personnel par résident, dont 0,24 soignants, alors qu'en les autres pays, nous sommes à une moyenne de 1 soignant par résident. Voilà. Donc ça, c'est des questions qui pour nous, aujourd'hui dans la période, sont importantes. Nous avons besoin des semaines qui viennent, des réponses concrètes avec des annonces fortes. Sinon, dans notre secteur, nous allons continuer à mobiliser, d'autant plus que la période d'été arrive. C'est une période charnière où le manque de professionnels va se faire ressentir. Nous demandons chaque année que dans les établissements, nous puissions remplacer les personnels qui sont en congé. Ce n'est pas possible et nous avons les mêmes difficultés que dans les autres secteurs, dans les autres versants. Une progression notoire des contractuels, c'est qui n'est pas sans poser de problème, puisque nous sommes face à des professionnels ou parfois des intérimaires qui ne connaissent pas forcément totalement leur champ d'action quand ils arrivent comme ça dans nos établissements. Voilà, donc l'important pour nous dans notre secteur, c'est les annonces qui vont être faites les prochaines semaines avec une grande attention des agents et avec une détermination à peser les prochaines semaines sur le financement des hôpitaux et avec déjà des salariés qui sont mobilisés pour pouvoir dire à la ministre ce qu'ils ont à dire si jamais ils n'entendent pas les annonces qu'ils attendent. Bon, comme mes petits camarades ont dit beaucoup de choses, je vais juste me limiter à quelques mots parce que je suis sûr que vous avez plein de questions à leur poser. La première chose, c'est, moi je veux insister sur la conception du gouvernement du dialogue social. Mais vous l'avez noté, comme à chaque fois, nous sommes confrontés à un gouvernement qui veut cantonner l'intervention des syndicats à des amendements à la marge de textes qu'ils ont écrits. Donc, on l'a vu hier, on le revoit dans de nombreux domaines. Évidemment, c'est une conception du dialogue social. Je dirais que c'est même plus un syndicalisme d'accompagnement qu'ils souhaitent, c'est un syndicalisme de promotion de leur politique. Face à cela, nous avons, vous le notez aussi, nous revendiquons le fait que la CGT est le syndicat en France qui fait le plus de propositions. Je ne vais pas toutes vous les rappeler, mais nous avons fait des propositions en matière industrielle. D'ailleurs, nous portons plusieurs projets de ce point de vue-là au niveau du Conseil national de l'industrie. Nous avons été les seuls à porter un projet au niveau de la SNCF. Nous venons de lancer une campagne plus large sur les services publics avec des propositions concrètes. Il y a des propositions dans le domaine de l'énergie, de l'eau, dans des entreprises comme Aéroport de Paris. Donc, la CGT est le syndicat en France qui fait le plus de propositions. Évidemment, on se confronte toujours à cette idée que de la conception du syndicalisme et du dialogue social, c'est-à-dire est-ce qu'on amende à la marge des projets du gouvernement ou est-ce qu'on porte des véritables propositions? Je crois que c'est tout l'enjeu du débat d'aujourd'hui. Deux dernières choses, c'est la CGT, parce que
on parle beaucoup de démocratie en ce moment, et le respect des lois ou de vote au Parlement. La CGT porte à chaque fois la question de la démocratie. Démocratie pour les citoyens et les usagers. Démocratie aussi en interne, c'est-à-dire la parole des salariés ou des agents quand il s'agit de la fonction publique. Et ça, c'est une question essentielle, parce que depuis trop longtemps, usagers comme citoyens sont écartés de toutes les décisions qui sont prises, et les salariés encore plus. Donc c'est autour de ces deux questions que je souhaitais intervenir, en rappelant que pour nous, effectivement, la question des droits collectifs, elle est essentielle, que ça s'appelle Code du travail, convention collective ou statut, c'est essentiel. Évidemment, en ce qui concerne le statut de la fonction publique, il ne s'agit pas d'opposer les salariés du privé et du public entre eux. Tous travaillent bien quand on leur donne les moyens de bien travailler. La seule différence, c'est que dans le statut de la fonction publique, c'est le citoyen qui est au cœur des préoccupations des agents. Malheureusement, la finalité d'une entreprise privée, c'est l'actionnaire. Et donc, c'est la grande différence, et c'est ce qui fait que nous sommes attachés au statut de la fonction publique. Voilà, je n'en dirai pas plus, je vous laisse poser les questions à mes petits